Mes parents m'ont effacé de leur testament pour récompenser mon frère en or, puis m'ont de nouveau demandé de l'argent. Mais j'ai déclenché une réaction en chaîne qui leur a tout fait regretter. Moi, une femme de 34 ans, je viens de ce que j'ai toujours considéré comme une famille plutôt soudée, la banlieue de classe moyenne, tout le package du rêve américain. Mes parents sont au début de la soixantaine. Mon frère, que j'appellerai Tyler, a 36 ans. Et puis il y a moi, Léona. Nous ne sommes pas le genre de famille de film Hallmark où tout le monde se serre dans les bras et partage ses sentiments. Nous sommes plutôt du genre à communiquer à travers des commentaires passifs-agressifs sur les choix de vie des uns et des autres devant une dinde sèche à Thanksgiving, mais j'ai toujours pensé que nous nous soutenions les uns les autres quand ça comptait. Pour le contexte, j'ai toujours été la personne responsable. J'ai eu des notes correctes, je suis allé dans une université d'État et j'ai décroché un emploi stable dans la recherche pharmaceutique. Ce n'est rien qui me vaut des invitations à des cocktails chics, mais je paie mes factures et ma vie est en ordre. Tyler, en revanche, a toujours été l'enfant en or. Il est allé dans une université plus prestigieuse que mes parents ont aidé à payer, tandis que j'ai contracté des prêts que je rembourserai probablement encore quand je porterai des couches pour adultes. Il a obtenu un MBA et travaille maintenant dans une start-up technologique où il gagne bien sa vie mais réussit quand même à être trop occupé chaque fois que mes parents ont besoin d'aide concrète. C'est drôle comme le fait d'être occupé est sélectif comme ça. En grandissant, nos rôles étaient assez clairement définis. Tyler était la star, celui dont les matchs de football et les tournois de débat étaient des événements familiaux obligatoires. Pendant ce temps, j'ai une fois remporté un concours scientifique à l'échelle de l'État, et mes parents n'y sont pas allés parce que papa avait une partie de golf et maman un rendez-vous chez le coiffeur. Quand je suis rentré à la maison avec mon trophée, maman a juste dit « C'est bien, chérie. As-tu pensé à décongeler le poulet pour le dîner ?» Génial. Mais je n'étais pas amer. D'accord, peut-être un peu amer, comme une écorce de citron laissée au soleil pendant une semaine, amer. Mais j'ai fait avec. Je me suis dit que c'était comme ça que les familles fonctionnaient. Quelqu'un devient la star, et quelqu'un devient ce que j'étais, le personnage secondaire, l'acolyte, la championne de la décongélation de poulet. J'ai déménagé à 18 ans pour l'université, j'ai eu 2 emplois tout en suivant un programme de cours complet, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Ma fête de remise de diplôme a eu lieu chez Denny's pour le petit déjeuner, où mon père a passé la plupart du temps à parler du nouvel appartement de Tyler à Chicago. Tyler n'était pas là. Il faisait du réseautage à Cabo. Apparemment, les shots de tequila et les coups de soleil sont des outils cruciaux de développement de carrière. Qui l'eût cru? Après l'université, j'ai accepté un poste dans une entreprise de recherche pharmaceutique, j'ai commencé en bas de l'échelle et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chercheuse senior. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable. De bons avantages, un plan 401K, tout le package ennuyeux de la vie d'adulte. J'ai acheté un petit appartement, adopté un chat nommé Professeur Moustache, la ferme, j'étais défoncé quand j'ai rempli les papiers d'adoption, et je me suis installé dans une vie tranquille mais satisfaisante. Tyler, pendant ce temps, passait d'un emploi à l'autre dans des startups au nom sexy comme Blascore et Nexifil, des entreprises qui semblent principalement produire des suites à capuche de marque et des communiqués de presse sur la disruption d'industries qui n'avaient pas besoin d'être disruptées. Il vivait dans des appartements chers du centre-ville, sortait avec des mannequins d'Instagram, et semblait toujours sur le point de percer. Au fait, la grande percée n'est jamais vraiment arrivée, mais mes parents restaient convaincus que c'était pour bientôt. Alors, c'est là que les choses deviennent bizarres. Il y a environ 3 ans, mon père a eu une alerte de santé. Ce n'était rien de grave au final, mais c'était suffisant pour le mettre à l'hôpital pendant quelques jours. Maman était anéantie, alors j'ai pris des jours de congé pour tout gérer, la paperasse de l'hôpital, les appels à l'assurance, apporter à maman de la nourriture qui n'était pas de la bouillie radioactive de la cafétéria, promener leur chien, tout. Tyler a envoyé des fleurs et a appelé une fois, parce que rien ne dit « je tiens à toi » comme un bouquet à 50 $ et un appel de 3 minutes pendant que tu es probablement en train de faire la grosse commission. Je me souviens d'une nuit pendant ce séjour à l'hôpital, assise dans la chambre de papa pendant qu'il dormait. Maman était rentrée prendre une douche, et je rattrapais mes courriels de travail. Papa s'est réveillé vers minuit, l'air confus. « Léona, a-t-il marmonné, où est Tyler ? » « Il est à Boston, papa. »« Pour le travail, tu te souviens ? » ?»« Il a appelé tout à l'heure. » Papa a hoché la tête lentement. « Il réussit si bien, n'est-ce pas ? Un si bon fils. » J'ai juste souri et l'ai aidé à boire une gorgée d'eau. Peu importe.
Papa était sous analgésique. Je n'allais pas me lancer là-dedans. Après que papa se soit rétabli, ils ont commencé à beaucoup parler de mettre leurs affaires en ordre et de s'assurer que tout était correctement organisé. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Cela semblait intelligent après une alerte de santé. Puis j'ai commencé à remarquer de petites choses. Papa m'a demandé de l'aider à mettre en place des paiements automatiques pour leurs factures parce que la technologie est déroutante venant de l'homme qui a passé 30 ans comme ingénieur électricien mais qui a soudainement oublié comment fonctionnent les boutons. Maman a appelé pour me demander si je pouvais juste aider un peu avec leurs taxes foncières parce qu'ils étaient un peu à court cette année. Les demandes sont devenues plus fréquentes. Facture de câble, facture d'eau, nouveau toit, plombier. Chaque fois, c'était juste temporaire ou juste pour cette fois, mais c'est devenu en quelque sorte mon rôle régulier. Je subventionnais essentiellement leur style de vie tout en travaillant à plein temps et en essayant d'épargner pour mon propre avenir. Vous savez, cet avenir où je pourrais prendre ma retraite avant d'avoir 97 ans et peut-être un jour me permettre à la fois un loyer et des toasts à l'avocat le même mois. La première fois qu'ils ont demandé une aide financière, j'étais sincèrement inquiète. Mes parents avaient toujours été stables, prudents avec l'argent. Le poste d'ingénieur de papa avait bien payé, et le travail à temps partiel de maman comme secrétaire d'école avait ajouté un deuxième revenu décent. Ils étaient propriétaires de leur maison et avaient épargné pour leur retraite. Qu'est-ce qui avait changé? Nous sommes juste dans une situation un peu difficile, a dit maman vaguement quand j'ai demandé. Les investissements, tu sais. Le marché. Je n'ai pas insisté. Peut-être qu'ils avaient fait de mauvais choix d'investissement. Peut-être que leur fonds de retraite avait pris un coup. Ça arrive. Et ils m'avaient aidé quand j'en avais eu besoin. Comme cette fois à l'université où ma voiture est tombée en panne et que je ne pouvais pas payer les réparations. Ils m'avaient envoyé $800, sans poser de questions. C'était juste mon tour de les aider. Sauf que ça ne s'est pas arrêté. Les demandes ont commencé modestement, 2 cents par-ci pour une facture d'électricité plus élevée que prévu, $350 par là pour des réparations de voitures. Mais elles ont augmenté, taxes foncières, primes d'assurance, un nouveau chauffe-eau, de nouvelles fenêtres, une rénovation de cuisine qui est passée de « nous changeons juste les plans de travail » à « nous avons besoin de tous les nouveaux appareils et de placards sur mesure ». Pendant ce temps, Tyler débarquait pour les fêtes, apportant des choses chères et racontant des histoires sur ses voyages d'affaires, et mes parents gobaient tout ça. Tyler réussit si bien. Tyler vient d'avoir une promotion. Tyler envisage d'acheter une résidence secondaire. Ouais, c'est facile à faire quand on ne dépense pas 8 cents chaque mois pour les factures de quelqu'un d'autre. C'est incroyable la quantité de revenus disponibles que l'on a quand on n'est pas, vous savez, en train de le disposer sur le compte en banque de ses parents. J'ai essayé de suivre combien je leur donnais, mais honnêtement, ça m'a échappé. Entre les paiements automatiques que j'avais mis en place et les demandes d'urgence aléatoires, je leur envoyais probablement entre 1000 et 1500 $ chaque mois. Ce n'est pas de l'argent de poche. C'est un paiement d'hypothèque. C'est une belle voiture. Ce sont des vacances annuelles dans un endroit qui nécessite un passeport et n'a pas de punaise de lit. Mais chaque fois que je commençais à remettre ça en question, à me demander si je ne devrais pas plutôt économiser cet argent pour moi-même, la culpabilité me frappait. C'étaient mes parents. Ils m'avaient élevé, nourri, vêtu, soigné quand j'étais malade. Comment pourrais-je ne pas les aider quand ils en avaient besoin? Alors, j'ai continué à payer, à aider, à être la personne responsable. J'ai réduit mes propres dépenses, annulé mon abonnement à la salle de sport, arrêté d'aller chez le bon coiffeur et suis passé chez Great Clip. J'ai préparé de tristes petits contenants de riz et de poulet au lieu de déjeuner à l'extérieur. Je me disais que c'était temporaire, juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Au début, ça ne me dérangeait pas d'aider. Ce sont mes parents, vous savez? Mais quelque chose clochait dans toute cette situation, sans que je puisse vraiment mettre le doigt dessus. Comme quand on entre dans une pièce et qu'on oublie pourquoi on y est allé, sauf que la pièce est la dynamique de votre famille et ce que vous avez oublié, c'est votre amour-propre. Puis, il y a environ 6 mois, ma mère m'a envoyé un texto, me demandant de participer à un Zoom de planification financière familiale ce week-end-là. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être enfin reconnaître toute l'aide que je leur avais apportée et mettre en place un système équitable. Peut-être même un discours du genre « Merci d'avoir maintenu nos lumières allumées ces 3 dernières années, tu es la meilleure fille du monde. » Une fille peut rêver. Je me suis connecté 5 minutes en avance, vêtu d'un joli chemisier, les cheveux peignés,
l'air d'une adulte responsable qui ne venait certainement pas de manger des céréales pour le dîner debout au-dessus de l'évier. Maman et papa se sont connectés ensuite. Puis Tyler est apparu en dernier, l'air de sortir tout droit d'un catalogue J.Crew, chemise impeccable, cheveux savamment ébouriffés, le genre de style décontracté chic qui demande beaucoup d'argent et d'efforts à obtenir. « Salut tout le monde », dit-il en affichant ce sourire white strip. « Laissez-moi juste partager mon écran. » Il s'est avéré que c'était Tyler qui menait tout le spectacle, partageant son écran avec des diapositives PowerPoint sur la planification successorale et la gestion d'actifs. Mes parents hochaient simplement la tête pendant qu'ils parlaient de leur maison, de leurs investissements et de leurs comptes de retraite. Tyler s'était apparemment trouvé un boulot d'appoint en tant que présentateur d'infopublicité pour conseiller financier, à en juger par sa prestation. Comme vous pouvez le voir, disait Tyler en montrant un diagramme circulaire qui avait autant de sens pour moi que la physique quantique, nous pouvons restructurer le portefeuille pour maximiser la croissance tout en fournissant les liquidités nécessaires pour les dépenses courantes. Maman et papa hochaient la tête comme ces chiens à tête branlante que les gens mettent sur le tableau de bord des voitures. Ils ne comprenaient pas un mot de ce qu'ils disaient. Je le savais parce que j'ai vu exactement le même hochement de tête quand j'essaie de leur expliquer mes recherches. C'est leur visage de « nous prétendons suivre mais en fait nous pensons à ce qu'il y a pour le dîner ». Le plus étrange ? Mon nom n'a pas été mentionné une seule fois pendant tout l'appel. Pas une seule fois. Je suis resté là, en sourdine, regardant mon propre visage devenir plus petit dans le coin de l'écran pendant qu'ils discutaient de l'avenir comme si je n'existais pas. J'étais l'équivalent numérique d'une plante d'intérieur dans cette réunion. En fait, non. Les plantes d'intérieur sont arrosées et reconnues de temps en temps. Diapositive après diapositive de jargon financier, de projection, de graphiques, de recommandations. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit, et bien sûr, nous devons prendre en compte tout le soutien que Léona a fourni. Pas une seule fois quelqu'un n'a dit, nous devrions probablement cesser de dépendre des revenus de Léona. J'étais invisible, un fantôme, la version financière d'un enfant de l'époque victorienne, censé fournir mais pas parler. Jusqu'à la toute fin, quand maman a soudainement dit, oh, et Léona, la facture de la taxe foncière arrive bientôt. On compte sur toi pour ça, ma chérie. Tu as toujours été si fiable. C'était mon rôle. La personne fiable. Celle qui paie les factures. Le distributeur automatique humain. Léona, la fée des finances familiales, sauf sans la courtoisie d'une pause publicitaire. J'ai réactivé mon micro juste assez longtemps pour dire, bien sûr, maman, puis j'ai prétexté un appel professionnel et me suis déconnecté avant que quiconque puisse voir les larmes de frustration monter dans mes yeux. Après l'appel, je me sentais vide. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi Tyler était-il soudainement si impliqué dans leurs finances alors qu'il n'avait jamais aidé auparavant? Pourquoi planifiait-il tout autour de lui? Et pourquoi s'attendait-il toujours à ce que je continue de payer leurs factures? C'était comme s'ils organisaient une fête que je payais mais à laquelle je n'étais pas invité. J'ai commencé à prêter plus d'attention, à regarder, à écouter. C'est là que j'ai remarqué d'autres choses étranges. Du courrier arrivant chez eux adressé à Tyler concernant leur hypothèque. Papa mentionnant au passage que Tyler l'avait emmené rencontrer leur conseiller financier. Maman me demandant de l'aider à télécharger une application qui permettrait à Tyler de voir leur compte bancaire juste pour garder un œil sur les choses, parce qu'apparemment, la seule chose meilleure qu'une personne ayant accès pour vider vos comptes, c'est deux personnes ayant cet accès. Un dimanche, je suis passé chez eux à l'improviste avec des biscuits faits maison parce que je suis toujours une bonne fille, bon sang, même quand je suis méfiante. Ils n'étaient pas là, mais la voiture de Tyler était dans l'allée. J'ai utilisé ma clé pour entrer, en appelant en entrant. Pas de réponse. J'ai marché vers la cuisine et j'ai entendu la voix de Tyler venant du bureau de papa. Il était au téléphone. Je dois juste finaliser le transfert, disait-il. Une fois que la maison sera dans la fiducie, nous pourrons. Il s'est arrêté quand il m'a vu dans l'embrasure de la porte. Je dois y aller, a-t-il dit rapidement au téléphone, puis il a raccroché. Salut, sœurette, dit-il, tout décontracté, comme si je ne venais pas de le surprendre en train de parler du transfert de la maison de mes parents. Quoi de neuf? J'apporte juste des biscuits, dis-je en soulevant le récipient. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aide juste papa à organiser de la paperasse. Il a fait un geste vague vers le bureau, qui était couvert de dossiers et de documents. Des trucs ennuyeux. Quel genre de trucs ennuyeux? Tu sais, des trucs financiers. Planification successorale. Rien d'intéressant.
J'ai hoché la tête lentement. Besoin d'aide? Je suis assez doué pour l'organisation. Il a secoué la tête rapidement. Trop rapidement. Non, ça va. Papa et moi avons un système. Un système qui, apparemment, ne m'incluait pas. J'ai commencé à me sentir comme si j'étais dans une sorte de film à suspense bizarre et manipulateur où tout le monde est au courant de quelque chose que vous ignorez. Le sixième sens, sauf qu'au lieu de voir des gens morts, j'étais la seule à ne pas voir que j'étais manipulée. Puis, il y a 2 mois, je l'ai trouvé. J'ai aidé maman à chercher un reçu dans son bureau quand j'ai vu un dossier étiqueté et testament, final 2023. Je sais que je n'aurais pas dû regarder, mais ne l'auriez-vous pas fait? Si vous pensez, non, je ne l'aurais pas fait, alors félicitations pour votre supériorité morale, mais aussi, vous mentez. J'ai attendu que maman aille répondre au téléphone, puis j'ai sorti le dossier. Mes mains tremblaient vraiment. Je me sentais comme une enfant qui jette un œil au cadeau de Noël, sauf qu'au lieu d'espérer une PlayStation, j'espérais ne pas avoir été complètement effacé de la vie de mes parents. À l'intérieur se trouvait leur testament mis à jour, signé et notarié à peine 3 mois plus tôt. Et devinez quoi? Tout, absolument tout, allait à Tyler. La maison, les économies, la collection de disques vintage de papa, les bijoux de maman, tout. Même le maudit chien. Il y avait même une lettre expliquant leur décision. Tyler a fait preuve de sens des affaires et de responsabilité. Nous pensons qu'il est le mieux placé pour gérer notre succession et notre héritage. Pas un mot sur moi. Pas un seul mot. Aucune explication sur la raison pour laquelle je ne recevais rien. Pas même un objet sentimental ou un album photo de famille. Je n'ai même pas eu le trophée de participation de l'héritage. Apparemment, mon abonnement de 3 ans au soutien financier n'incluait pas l'accès à l'héritage. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. La pièce a tourné pendant une seconde. J'ai dû m'asseoir, le papier se froissant dans mes mains tremblantes. Cela ne pouvait pas être vrai. Il devait y avoir une erreur. Peut-être un autre document, un autre testament. Quelque chose qui expliquait pourquoi j'avais été complètement effacé. Mais il n'y en avait pas. Juste page après page détaillant comment tout irait à Tyler, comment il gérerait la succession, comment il perpétuerait leur héritage, tandis que moi, apparemment, je n'obtiendrais rien d'autre que la satisfaction de savoir que j'avais aidé à financer leur retraite tout en étant rayé de leur vie. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé et je n'ai pas dit un mot. Mais à l'intérieur, je hurlais. Toutes ces factures que j'avais payées. Toutes ces fois où j'étais venu quand ils avaient besoin d'aide. Toutes les vacances que j'avais sautées parce que je leur envoyais de l'argent à la place. Et c'est comme ça qu'ils me voyaient? Comme rien. J'aurais pu m'immoler par le feu pour les garder au chaud, et ils se seraient plaints des dégâts causés par la fumée. Je suis rentré chez moi dans un état second, essayant de savoir quoi faire. Les affronter? Exiger une explication? Supplier pour être incluse? Écrire une lettre bien sentie? Louer un avion pour écrire dans le ciel CQOICE bordel ou au-dessus de leur maison? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repasser les 3 dernières années dans ma tête. Tous les chèques que j'avais faits, tous les paiements automatiques que j'avais mis en place, toutes les fois où j'avais pioché dans mes économies pour les aider. Et pourquoi? Pour être effacé. Pour n'être rien. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai commencé à additionner les paiements. En 3 ans, je leur avais donné plus de 40 000 $. 40 000 $. C'est un acompte pour une maison. C'est un master. C'est une très belle voiture ou un bateau très médiocre. Et ils n'avaient même pas pris la peine de me laisser une fichue tasse de café dans leur testament. J'ai décidé d'attendre, d'observer, de voir s'ils me le diraient un jour eux-mêmes, de voir s'ils pensaient même que je méritais de le savoir. Et c'est là que j'ai pris une décision qui pourrait faire de moi la méchante. Je ne leur ai pas dit que je savais. Je ne les ai pas affrontés. J'ai juste arrêté. Arrêté de répondre quand ils appelaient pour les factures. Arrêté d'envoyer de l'argent. Arrêté d'être leur filet de sécurité. Arrêté de m'immoler par le feu pour garder au chaud des gens qui n'étaient même pas reconnaissants de la chaleur. Je me suis dit que je leur donnerais 3 mois. 3 mois pour qu'ils avouent ou pour qu'ils me montrent que je comptais pour plus que mon portefeuille. 3 mois pour voir s'ils remarqueraient même que je prenais mes distances. À ma grande surprise, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, les demandes sont devenues plus insistantes, plus autoritaires, plus désespérées.
La version financière d'un bambin qui fait une crise dans le rayon des bonbons. Léona, la facture d'électricité est en retard. Quand est-ce que tu envoies l'argent? Léona, nous avons besoin du paiement de la taxe foncière pour vendredi. Léona, as-tu oublié la facture du câble? Ton père rate ses émissions. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé si j'allais bien, si quelque chose s'était passé, si j'avais besoin d'aide pour une fois. Ils étaient tellement le nez dans leur propre nombril qu'ils pouvaient voir leurs amygdales. Et Tyler? Silence radio. Apparemment, le gestionnaire financier de la famille ne se souciait pas des factures quotidiennes. C'est choquant de voir que le sens des affaires ne s'étend pas au paiement effectif des choses. Un soir, environ un mois après le début de ma grève financière, je suis allé dîner chez eux. Maman avait appelé et m'avait spécifiquement demandé de venir. Nous devons parler de quelque chose, a-t-elle dit, ce qui signifie généralement, nous avons besoin que tu fasses un chèque pour quelque chose. Je ne voulais pas y aller, mais j'y suis allé quand même parce que je suis masochiste, apparemment. Ou peut-être que j'espérais encore qu'il remarquerait que quelque chose n'allait pas, qu'il me demanderait si j'allais bien, qu'il reconnaîtrait que j'étais une personne avec des sentiments et non juste un distributeur automatique pratique avec des jambes. Le dîner était comme d'habitude, avec des conversations dominées par les derniers exploits de Tyler, même s'il n'était pas là. Papa a parlé de la façon dont Tyler envisageait d'investir dans une nouvelle start-up technologique. Maman a mentionné que Tyler leur avait envoyé un panier cadeau d'un magasin chic où je ne pouvais pas me permettre de faire mes achats. Puis, alors que j'aidais à débarrasser, maman a dit, « Oh, Léona, la facture de la taxe foncière est arrivée hier. C'est 3200 $ cette année. Peux-tu t'en occuper d'ici vendredi? » Juste comme ça. Pas de « s'il te plaît ». Aucune reconnaissance qu'elle me demandait plus de 3000 $. Aucune reconnaissance que j'ignorais leur demande financière depuis des semaines. Juste l'attente que je paierais parce que c'est ce que je faisais. C'était mon rôle. La personne responsable. Le portefeuille. Je ne peux pas ce mois-ci, dis-je, en gardant ma voix neutre pendant que je rinçais une assiette. Maman s'est figée, éponge à la main. Comment ça, tu ne peux pas? Je veux dire, je ne peux pas. J'ai quelques problèmes financiers personnels. Ce n'était pas un mensonge. Mon problème financier était que j'avais saigné de l'argent pour eux pendant des années. Mais c'est important, Léona. C'est la taxe foncière. Si nous ne payons pas, il y a des pénalités. J'ai haussé les épaules. Je suis sûr que Tyler peut t'aider. Il réussit si bien, avec tout son sens des affaires et tout le reste. Le visage de maman a fait quelque chose de compliqué, comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques difficile. Tyler? Mais il ne. Nous ne demandons pas d'argent à Tyler. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'il est occupé. Il a ses propres dépenses, sa propre vie. Et moi non? Maman avait l'air sincèrement confuse, comme si j'avais soudainement commencé à parler klingon. C'est différent. Tu es la personne responsable. Et ça veut dire que je suis aussi responsable de vos factures? Nous t'avons aidé aussi, tu sais. Tu te souviens quand tu avais besoin d'argent pour des réparations de voitures à l'université? Nous l'avons envoyé tout de suite, sans poser de questions. J'ai dû en rire. Maman, c'était 800 $. Il y a environ 15 ans. Je vous ai donné des dizaines de milliers de dollars depuis. Ce n'est pas la même chose. Le visage de maman s'est durci. Je ne savais pas que tu tenais les comptes. Et c'était tout. Le moment où j'ai réalisé que rien n'allait changer. Il ne voyait pas de problème avec cet arrangement. Il ne comprenait pas pourquoi je prenais mes distances. Dans leur esprit, c'était juste comme ça que les choses devaient être. Je paie, ils prennent. Tyler a tout à la fin. Le cercle de la dysfonction financière. Je me suis séché les mains sur un torchon et j'ai pris mon sac à main. Je devrais y aller. Mais qu'en est-il de la taxe foncière, a crié maman après moi alors que je me dirigeais vers la porte. Je me suis retourné juste assez longtemps pour dire, ce n'est pas mon problème. Et je suis parti. Puis, il y a 3 semaines, maman a appelé et m'a demandé de les retrouver pour le déjeuner. Nous devons parler de quelque chose d'important, a-t-elle dit. Mon cœur a fait un bond. Était-ce le moment? Allait-il me parler du testament, s'excuser, peut-être me donner un rein? À ce stade, je me serais contenté de n'importe quelle reconnaissance organique.
Je suis arrivé au restaurant en avance, nerveuse mais pleine d'espoir. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard, accompagnés de Tyler. Nous avons commandé, avons fait la conversation sur le temps et le jardin de maman. Puis, alors que nos plats arrivaient, maman s'est éclairci la gorge et a dit « Léona, ma chérie, nous voulions te parler des factures. Nous avons remarqué que tu n'as pas suivi les choses dernièrement. » J'ai attendu. C'était sûrement le prélude à la vraie conversation, l'apéritif avant le plat principal de « Nous sommes désolés de t'avoir traité comme un service public non rémunéré. » Papa est intervenu. Nous comprenons que tout le monde traverse des moments difficiles. Si tu as des difficultés financières, tu aurais dû nous le dire. Nous sommes une famille. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Ils me parlaient de difficultés financières après que j'ai financé leur style de vie pendant des années. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu glacer un gâteau avec. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Je vais bien, en fait. Je réévalue juste mon budget. Traduction, je réalloue les fonds de la banque du « Je vous assiste à la République du « Je m'occupe de moi pour une fois ». Maman a eu l'air soulagée. Oh, bien. Alors, tu vas t'occuper de la facture d'électricité cette semaine? Elle a 2 mois de retard maintenant, et il menace de couper le service. C'est alors que Tyler, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a ajouté « C'est important de rester à jour sur ces choses, Lee. La responsabilité financière est cruciale. » Je l'ai regardé fixement, puis mes parents. Étaient-ils sérieux? Est-ce que cela se passait vraiment? Faisais-je une rupture d'anévrisme? Étais-je victime d'une blague? Où étaient les caméras cachées? Tyler a continué, s'échauffant sur son sujet. J'ai examiné la situation financière globale de maman et papa et, franchement, je suis inquiet. Leur planification de retraite nécessite une attention sérieuse. C'est pourquoi j'ai commencé à intervenir pour aider à gérer les choses. Gérer les choses, ai-je répété. Comme payer leurs factures? Il a eu la grâce d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Eh bien, non, pas les dépenses quotidiennes. Plutôt les choses d'ensemble. Les investissements, la planification successorale. L'avenir. L'avenir, ai-je fait écho. Et c'est là que maman a lâché la bombe, de manière complètement désinvolte, comme si elle commentait la météo. Oh, et pendant que nous vous avons tous les deux ici, nous avons récemment mis à jour notre testament. Tyler s'occupera de tout le moment venu. Il est juste mieux placé pour cela avec son expérience financière. Nous savons que tu comprends, Léona. Tu as toujours été si pragmatique. Ils avaient planifié cela. Attendu d'être dans un lieu public, amener Tyler en renfort. Il n'avait jamais eu l'intention de s'excuser ou d'expliquer. Ce déjeuner n'était pas pour faire table rase, c'était pour s'assurer que je continuerais à payer leurs factures, même s'ils m'avaient exclu de leur avenir. C'était une intervention pour ma soudaine éruption d'amour-propre financier. Je suis restée assise, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, alors que toute la réalité m'envahissait. Je n'étais pas de la famille. J'étais un service public, un moyen pour arriver à une fin. Je n'étais pas une fille. J'étais un virement direct ambulant. J'ai posé lentement ma fourchette, j'ai bu une gorgée d'eau et j'ai placé un billet de $20 sur la table pour mon repas. Je pense que je devrais y aller, dis-je doucement. Mais tu as à peine touché à ton plat, a protesté maman. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Je n'ai plus faim. Pas de nourriture. Pas des miettes émotionnelles qu'il me jetait. Alors que je me levais pour partir, papa m'a interpellé, alors, pour cette facture d'électricité. Je me suis retourné juste assez longtemps pour dire, je suis sûr que Tyler peut s'en occuper. Il est mieux placé pour ce genre de choses. Leur renvoyer leurs propres mots m'a fait du bien, comme si je retournais une décennie de gâteaux aux fruits de Noël en une seule fois. Et je suis parti. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas envoyé de textos en colère ni passé d'appels dramatiques. Je suis juste rentré chez moi, je me suis assise à mon ordinateur et je me suis systématiquement retiré de leur vie financière avec la précision d'un chirurgien retirant une tumeur. J'ai annulé chaque paiement automatique que j'avais mis en place. J'ai fermé chaque compte joint. J'ai appelé chaque compagnie de service public et j'ai retiré mon nom en tant que payeur autorisé. J'ai envoyé un courriel à leur association de propriétaires pour leur faire savoir que je ne couvrirais plus les cotisations. J'ai même appelé leur service d'entretien de pelouse pour annuler l'entretien mensuel que je payais.
J'ai mis les points sur les i, barré tout l'été, et coupé tous les cordons financiers avec le dévouement de quelqu'un qui ferme ses comptes à la fin d'une soirée arrosée. Sauf que j'étais enfin en train de dégriser. La satisfaction que j'ai ressentie à chaque annulation, chaque retrait, chaque suppression était préoccupante, honnêtement. C'était trop bon, comme si je reprenais enfin le contrôle de quelque chose qui m'avait complètement échappé. Chaque clic, chaque appel, chaque courriel de confirmation était une autre brique dans le mur que je construisais entre moi et leur exploitation financière. Ensuite, j'ai bloqué leur numéro. Pas de façon permanente, juste pour une semaine. J'avais besoin d'espace pour réfléchir sans les culpabilisations et les exigences, comme une désintoxication financière. Pendant cette semaine, je me suis senti étrange, plus légère à certains égards, plus lourde à d'autres. Je m'attendais à me sentir coupable, mais je me sentais surtout triste. Triste que la famille que je pensais avoir n'ait jamais vraiment existé. Triste d'avoir passé tant d'années à essayer de gagner un amour qui aurait dû être inconditionnel. On ne devrait pas avoir à acheter sa place à la table familiale. Quand j'ai débloqué leur numéro, les messages ont afflué. Confus au début, puis inquiet, puis en colère. Mais pas inquiet pour moi. Inquiet pour les factures, les paiements, les services. Mon préféré était celui de papa, Internet est coupé. Comment suis-je censé regarder mes vidéos YouTube? Je ne sais pas, papa. Peut-être frotter 2 bâtons ensemble et voir si Netflix apparaît. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Qui avait-il à dire? Désolé, votre distributeur automatique humain s'est trouvé une colonne vertébrale? 2 semaines ont passé, puis 3. Je me suis concentré sur moi-même pour une fois, j'ai commencé à examiner mes propres finances, choqué de réaliser combien j'avais donné toutes ces années. Des milliers, des dizaines de milliers, probablement, au fil du temps. Assez pour avoir acheté une petite maison dans certains États ou environ 8000 toasts à l'avocat, si l'on en croit ce que les boomers disent des habitudes de dépenses des millénials. J'ai commencé une thérapie. J'ai commencé à dépenser de l'argent pour moi-même sans culpabilité. Je me suis inscrite à une salle de sport, j'ai pris rendez-vous chez un coiffeur qui ne coupe pas aussi les poils des animaux, j'ai acheté de nouveaux draps avec un nombre de fils qui ne donnait pas l'impression de dormir sur du papier de verre. De petits luxes qui semblaient énormes après des années à compter mes sous pour que mes parents puissent vivre confortablement. Les appels et les textos ont continué à arriver, de plus en plus désespérés. Maman est passée de la colère à la culpabilité, je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Papa était plus direct, tu dois recommencer à payer ces factures. Ce n'est pas un comportement acceptable. Puis hier, j'ai reçu le texto que j'attendais de ma mère. Le courant est coupé. As-tu oublié le paiement? Pas de tu me manques. Pas de on peut parler? Aucune reconnaissance de ce qui s'est passé au déjeuner. Juste la supposition que je continuerai à payer, à réparer, à être le distributeur automatique. Elle aurait tout aussi bien pu texter, de l'argent, s'il te plaît, comme Mona Lisa dans Parks and Rec. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu, non. Je me suis souvenu exactement de ce que vous avez dit. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un bébé, en fait. Le genre de sommeil que l'on obtient quand on dépose enfin un sac à dos plein de cailloux que l'on a porté en montant une colline pendant des années. Ce matin, je me suis réveillé avec 37 appels manqués et un message vocal de mon père où il ne faisait que crier sur la responsabilité et le devoir familial. Mais voici la partie qui pourrait faire de moi la méchante. Je savais qu'ils n'avaient pas l'argent pour payer la facture d'électricité. Je savais que leur courant serait coupé si je n'intervenais pas. Et je n'ai rien fait. En fait, j'ai conduit jusqu'à leur quartier vers l'heure où je savais que la compagnie d'électricité viendrait pour couper le service. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai regardé la camionnette de la compagnie arriver, j'ai regardé l'ouvrier sortir, aller au compteur, faire ce qu'ils font pour couper le courant, et j'ai regardé les lumières de la maison de mes parents s'éteindre. Et je suis resté assise là, sirotant mon café, ne ressentant rien. Pas de culpabilité, pas de tristesse, juste une certitude calme que c'était la conséquence naturelle de leur choix. Ils m'avaient utilisée, m'avaient prise pour acquise, et maintenant ils découvraient ce qu'était la vie sans leur distributeur automatique personnel. Mes parents sont sortis, tous les deux au téléphone. Je pouvais les voir gesticuler, me laissant probablement des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Papa faisait les 100 pas dans l'allée. Maman s'est assise sur les marches du Porsche, la tête dans les mains. J'aurais dû ressentir quelque chose, non?
de la culpabilité, du remords, l'envie irrépressible de me précipiter pour tout arranger. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Le soulagement de ne plus être responsable. Le soulagement de ne plus avoir à m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis la méchante de les laisser dans le noir plutôt que de simplement payer la facture une fois de plus. Peut-être que j'aurais dû les affronter directement au lieu de ce traitement silencieux. Mais après des années à être la personne responsable, la personne fiable, celle qui arrange tout, je suis fatigué. Je suis juste tellement fatigué. On ne peut être le paillasson de la famille qu'un certain nombre de fois avant de réaliser que les gens s'essuient les pieds sur vous. Après 2 semaines. Tout d'abord, oui, leur courant a finalement été rétabli. Apparemment, Tyler a finalement pris les choses en main et a payé la facture après 3 jours. 3 jours entiers avant que monsieur l'expert financier ne décide de s'occuper d'une simple facture de service public. Je suppose que ses compétences en PowerPoint ne se traduisent pas par le paiement des factures d'électricité. Qui l'eût cru? Ces 3 jours ont été intéressants. J'ai reçu des appels et des textos toutes les heures, chacun plus désespéré que le précédent. Papa a menacé d'appeler la police et de me dénoncer pour maltraitance de personnes âgées. Maman est passée des culpabilisations, je n'arrive pas à croire que tu laisserais tes propres parents souffrir, aux tentatives de manipulation, nous allons devoir vendre nos bijoux pour payer les factures. Tyler alternait entre des textos en colère m'accusant d'être sans cœur et des messages suppliants me demandant de juste payer la facture une fois de plus et nous réglerons ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'arrêtais pas de me remémorer ce testament, le fait d'être rayé de l'existence tout en étant censé financer leur style de vie, des années à être prises pour acquises. C'était comme un mantra qui me gardait forte quand ma résolution commençait à faiblir. Le 3e jour, les appels ont cessé. Les textos ont cessé. Silence radio de leur part à tous. Je me suis en fait assez inquiété pour passer en voiture devant leur maison ce soir-là. Les lumières étaient de nouveau allumées. La voiture de Tyler était dans l'allée. J'ai appris plus tard qu'il avait finalement pris les choses en main et payé la facture d'électricité, puis avait passé la soirée à expliquer à mes parents que peut-être, juste peut-être, il n'aurait pas dû compter sur moi pour l'argent toutes ces années tout en prévoyant de tout lui laisser. Apparemment, il y a eu beaucoup de cris, beaucoup de larmes, beaucoup de déni et de justifications. Mais Léona n'a jamais semblé s'en soucier. Deuxièmement, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère hier. Pas un courriel ou un texto, une vraie lettre, ce qui montre à quel point c'est sérieux car ma mère déteste écrire à la main. La dernière fois qu'elle a écrit quelque chose à la main, c'était probablement mon acte de naissance, et je suis presque sûr qu'elle s'est plainte de crampes à la main. La lettre n'était pas exactement des excuses, mais plutôt une tentative confuse de comprendre ce qui s'est passé. Elle a écrit qu'ils m'ont toujours vu comme la forte et qu'ils n'ont jamais voulu profiter de moi. Elle a dit qu'ils ne m'avaient pas parlé du testament parce qu'ils ne voulaient pas me contrarier et pensaient que je ne me soucierais pas des choses matérielles parce qu'apparemment, être rayé de l'existence est un compliment à ma nature spirituelle ou quelque chose du genre. Merci, maman. Je paierai mon loyer avec l'illumination. La vraie bombe était dans le dernier paragraphe, nous avons toujours compté sur toi parce que tu étais la seule en qui nous pouvions avoir confiance. Tyler a peut-être l'air bien sur le papier, mais tu étais notre roc. Donc, j'étais assez bonne pour qu'on me fasse confiance pour payer leurs factures, mais pas assez bonne pour qu'on me fasse confiance avec leur héritage. Sympa. Je suis assez fiable pour financer leur retraite mais pas assez fiable pour en hériter les fruits. Essayez de comprendre. Je n'ai pas encore répondu. Je réfléchis encore à ce que je veux dire ou si je veux dire quoi que ce soit. Je suis actuellement partagé entre écrire chaos sur une feuille de papier blanche ou envoyer une facture pour tout l'argent que j'ai dépensé au fil des ans, avec les intérêts. Oh, et Tyler m'a appelé aussi. Tenez-vous bien, il a admis qu'il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que je payais. Il pensait que j'aidais juste avec des dépenses occasionnelles, pas que je finançais pratiquement tout leur style de vie. Quand je lui ai dit exactement combien je leur envoyais chaque mois à $1350 en moyenne, il est resté silencieux pour une fois dans sa vie. Je crois que je l'ai peut-être brisé. Tu payais autant chaque mois, a-t-il finalement demandé. Pendant 3 ans, ai-je dit. Pendant que tu étais occupé à faire des PowerPoints sur leur succession dont je n'allais recevoir aucune part. Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Je savais que tu les aidais parfois, mais pas à ce point. Ils m'ont dit que c'était juste de petites choses. Eh bien, maintenant tu sais, ai-je dit. Et maintenant c'est ton tour. Il est resté silencieux. Alors,
Où en sont les choses maintenant? Je reste ferme sur le fait de ne pas envoyer d'argent. Je suis toujours en train de traiter mes sentiments à ce sujet, et j'essaie toujours de déterminer quel type de relation je veux avoir avec ma famille à l'avenir, si tant est que j'en veuille une. Pour l'instant, je penche vers un niveau de contact de carte de Noël envoyée d'un autre État. Mais une chose est sûre, je ne regrette pas de m'être défendu. Pas une seconde. Il s'avère que ma colonne vertébrale fonctionne très bien une fois que j'ai décidé de l'utiliser. Merci pour la validation. Parfois, on a besoin d'étrangers sur Internet pour confirmer qu'on n'est pas fou d'attendre une décence et un respect de base de sa propre famille. La barre était si basse que c'était pratiquement un piège pour se prendre les pieds en enfer, et pourtant ils ont quand même trouvé le moyen de passer en dessous en faisant le limbo. PS pour ceux qui posent des questions sur la thérapie, oui, j'ai commencé à parler à quelqu'un. La première séance a eu lieu hier. L'œil de ma thérapeute n'a eu un tic que 3 fois pendant mon histoire, donc je considère ça comme une victoire. PPS. À la personne qui a suggéré que j'utilise l'argent que j'économise pour prendre des vacances de rêve à la place, j'ai déjà réservé des billets pour la Thaïlande le mois prochain. La première grande chose que j'ai jamais faite juste pour moi. Je vais me procurer un de ces t-shirts qui dit « Mes parents m'ont déshérité et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt minable, un traumatisme émotionnel et un voyage en Thaïlande ».